C'est l'heure de votre émission Génération News. Merci de nous rester fidèles. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Les questions des amis ou des membres éloignés de la famille peuvent parfois nous mettre mal à l'aise. Même si nous avons parfaitement le droit de ne pas répondre à ces questions, il n'est pas en tout cas autorisé, sinon bien vu, de quitter la table pour échapper à ces questions. Comment répondre aux questions gênantes? Nous en parlerons en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur une question existentielle. Cette question qui résume parfaitement une vie réussie. Mais c'est quoi avoir une vie réussie ou c'est quoi réussir sa vie? Élément de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Kevin, vous êtes artiste musicien. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Nous remercions également Jemissa, entrepreneur dans le domaine de la communication, marketing communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. On remercie Morel, médecin, dentiste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à toi Régis pour l'invitation. Et on termine avec Alan, vous êtes étudiant en droit. Merci d'être de nôtre aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Les amis, nous allons parler de ces questions gênantes. Alors, les questions évidemment qui ont tendance un petit peu à nous mettre mal à l'aise. Morel, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de questions et comment vous avez, on va dire, accueilli ces questions jugées gênantes? Alors, les questions gênantes, je pense que c'est tous les jours de notre vie. Ça dépend des domaines. Donc, là, je suis médecin dentiste, donc j'étudie la chirurgie dentaire et je sais que je fais très jeune. Si je n'avais pas eu à changer de pays, j'aurais été médecin il y a déjà 2 ou 3 ans bientôt. Donc, la première question gênante que j'ai eue en tant que médecin, c'était beaucoup plus en 3e année d'université environ. Donc, quand j'ai commencé l'hôpital avec les stages et tout, le contact avec les patients. Et c'était quoi la question ou bien les questions? Est-ce que tu es vraiment médecin? Je veux voir le vrai médecin. Est-ce que tu n'es pas trop jeune pour me soigner? Voilà, c'était ça. Voilà. Et comment tu te sens, ou bien comment tu arrives à répondre à ces questions-là? Ou bien tu trouves un subterfuge pour ne pas répondre aux questions? Aucun subterfuge. En fait, j'ai commencé l'école très tôt, j'ai eu à sauter beaucoup de classes. Donc, si tu veux, Régis, je suis habitué à ce qu'on me trouve en fait trop jeune pour tout le reste en fait de mes collègues. Donc je me contente juste de dire voilà, c'est moi et je fais mon travail, je le fais très bien d'ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de questions. Quand on sent que la personne maîtrise son sujet, quand on sent que la personne sait ce qu'elle fait. La personne maîtrise son sujet, la personne sait ce qu'elle fait. C'est le cas pour toi, Kevin, au-delà d'être artiste, musicien, rappeur tout simplement. Oui. Tu es dans le domaine de la médecine aussi. Oui. Tu es infirmier. Est-ce que les préjugés, eh bien, les questions gênantes, tu dois les recevoir? Elles tournent autour des mêmes questions gênantes de Morel? Exactement, mais plus sur la partie artistique. D'accord. Du genre, est-ce que c'est normal qu'un personnel de santé puisse avoir ça sur sa tête? Est-ce que c'est normal avoir ça sur sa tête, tu fais référence à ta coupe de cheveux? À ma coupe de cheveux, à ma carrière. Et puis, il y a certaines personnes, des fois, qui me voient sur les réseaux, en train d'être sur scène et tout ça. Et c'est un peu, pour eux, c'est pas normal. D'accord. Qu'une personne puisse faire de la musique et être à l'hôpital. Et oui, et après c'est surtout la question elle est gênante aussi parce que parce que quelque part on vous demande de changer par votre rapport, apparence. voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Et dans le domaine de la musique, ça c'est sur le plan médical parce que vous êtes aussi membre du personnel de la santé, Oui. Mais sur le plan artistique parce que vous êtes artiste, on l'a souligné au début de cette émission. Est-ce que vous avez reçu déjà des questions gênantes par rapport à votre carrière musicale? Oui. Ouais. Ça tourne autour de quoi? Est-ce que tu es bon dans ce que tu fais? Exactement. D'accord, oui. Tout le temps. Est-ce que tu es bon dans ce que tu fais? Bon, moi, je réponds ceci. Vous savez, chaque personne est bon à son niveau. Chaque personne sait pourquoi il fait certaines choses. Donc, pour moi, je me dis que être bon pour toi et ne pas être bon pour l'autre,
En fait, la vie, on dit, comme on dit, les couleurs, Oui. les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ne se discutent pas. D'accord. C'est ça. On va évidemment faire le tour de table. Jemissa, vous êtes la seule femme de ce plateau. Vous êtes dans le domaine de la com. Vous avez une boîte de com, une entreprise, qu'on éviterait évidemment de citer le nom pour des raisons que vous connaissez. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, à ces questions gênantes? Et quelle a été la question la plus gênante pour vous? Alors moi, pour ce genre de questions, bon, les questions gênantes, j'en ai pas vraiment eu dans le cadre personnel, mais dans le cadre professionnel, oui. Alors, il y a par exemple des clientes ou des clients, par exemple, qui viennent vers moi par rapport au service, d'aide et conseil d'orientation que je fais. Donc, il y a des parents qui sont un peu sceptiques par rapport à mon service à cause de ma jeunesse. Donc, vu que je suis jeune, ils voient que c'est une petite. Et oui, mais les questions, c'est est-ce que vous pouvez vraiment nous orienter? Est-ce que vous avez les capacités pour? Voilà, D'accord. c'est exactement ces questions-là. Et des fois, je suis en fait. Ça vous touche vraiment quand vous recevez ces questions Oui. gênantes-là? Oui, pourquoi? Parce que j'ai envie en fait de vouloir aider des étudiants, des élèves à vouloir voyager, à pouvoir réaliser leurs rêves et tout ça. Et le fait de voir qu'il y a des parents qui doutent en fait de ce que je fais, sachant que je le fais avec le cœur, ils me disent que voilà, je suis arnaqueuse, que voilà. C'est des fois ce genre de remarques-là qui blessent un peu. Il y a des questions, il y a des remarques. Alan, il y en a tellement, des questions gênantes. Hein. Tu as pris du poids, tu as maigri, pourquoi tu as maigri, pourquoi tu ne trouves pas de boulot, pourquoi tu n'es pas marié. En général, c'est des questions on nous les pose quand on est sur la table avec la famille ou avec des amis. Vous avez déjà justement reçu ces questions gênantes, mais attrait à votre physique. Comment vous les avez justement, on va dire, dépasser ces questions gênantes? Tout simplement en ne les prenant pas à cœur. Parce que pour moi, je me dis que lorsqu'on te pose une question gênante, l'idéal, c'est soit de sourire, soit de t'énerver. C'est la solution, prendre avec le sourire? Voilà, prendre toujours ça avec le sourire parce que je me dis que tu ne vas pas t'attarder sur quelque chose qui t'appartient. Si on te fait une remarque sur ton physique, par exemple moi sur mes oreilles, ce sont mes oreilles en fait. D'accord. Et vous, la remarque, c'était… Surtout, ça provenait surtout de mes oreilles. D'accord. Voilà, okay. Tu as des grandes oreilles, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Elles ne sont pas si grandes que ça. Elles ne sont pas si grandes que ça. On va parler justement de ces questions gênantes, Morel. Alors, c'est vrai que Alan parlait tout à l'heure de prendre ces questions avec le sourire. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui ou bien c'est soit ignorer la question ou bien peut-être aussi dire à la personne que je trouve que cette question est gênante, je peux pas te donner une réponse. Ok. Par rapport à votre discussion de tout à l'heure, là, il y a quelque chose qu'il a dit qui était très intéressant, c'est par rapport au corps, par rapport au poids. Moi, je suis quelqu'un qui prend très vite du poids et qui en perd très vite. Donc, il y a des gens qui peuvent me voir aujourd'hui et me dire « Morel, t'as grossi. Morel, t'as maigri. » Mais en fait, toi, tu as l'effet yo-yo, quoi. Voilà, avec le poids, d'accord. Exactement, c'est un peu ça. Donc, au début, ça me gênait beaucoup, énormément, parce que je n'avais pas confiance en moi, surtout dans mon adolescence, en fait. Donc, à un moment, moi, en fait, je sais quand je grossis, je sais quand je maigris. J'ai des tenues que je porte… que j'ai depuis 2 ans, que j'arrive à porter encore aujourd'hui et qui me vont super bien. Donc, à un moment, c'est aussi de pouvoir avoir confiance en soi. Et lorsque tu as confiance en toi, que tu sais que ton corps, il est bien, que tu l'aimes, lorsque tu sais que tu as grossi ou que tu as maigri, peu importe ce que la personne te dit, ça te passe en fait sur le dos. Donc, il y a déjà ça de 1. De 2, effectivement, c'est de prendre avec le sourire dans la majorité des cas parce que comme on dit chez moi au Bénin, on ne connaît pas demain. Donc tu ne sais pas cette personne-là qui est en face de toi, ce qu'elle pourrait représenter pour toi demain. Oui, parce que comme on dit, on gagnerait tous à se connaître. Hein. Exactement. D'accord. Donc ensuite, chez nous au Bénin, il y a également le respect de l'aîné qui est très prononcé. Et je me rappelle… Bon, après, c'est partout. Hein. C'est partout sur le continent. Mais… oui, allez-y, Morel. En effet. Du coup, quand par exemple, ça va provenir des tantes, au début, ça me faisait mal parce que je n'avais pas confiance en moi. À un moment, j'ai commencé à répondre de façon vraiment sèche parce que tu n'as pas à me dire ça. Oui, parce qu'elle est gênante comme question. Oui, c'est gênant. Si j'ai grossi ou pas, c'est moi, c'est mon corps, je dors avec, je fais tout avec. Donc voilà. À un moment, mais bon,
ça, c'est pas grave, mais quand tu commences à te faire traiter d'impoli, etc., et que c'est pas forcément la réputation que tu veux, tu commences à sourire. Et dernièrement, là, quand je suis rentré en vacances au Bénin, on m'a dit « Ah, mais oui, t'as grossi. » Moi, je savais que j'avais maigri. Mais je lui ai juste dit « J'ai grossi. »« Ah, ok, j'avais pas remarqué, mais c'est bien, non ?» Elle me dit « Bah non, c'était une tante. » Elle me dit, bah non, que c'est pas bien. Ben, je l'ai laissé parler, elle a fini, j'ai souri et puis j'ai pas dit. Donc c'est parfois, Jemissa, si on suit la logique de notre ami Morel, on trouve que votre physique va bien. Hein. Donc vous n'avez pas grossi, vous n'avez pas maigri, Morel. Mais est-ce que, pour aller dans le, pour aller dans le même sens que Morel, Jemissa, est-ce que il faut mettre quoi? Il faut mettre l'ironie pour répondre à cette question-là, ces questions gênantes? Beaucoup plus d'ironie? Oui, 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 normalement. Bon, pas souvent, hein. Il y a des personnes, par exemple, quand ils posent ce genre de questions, ça ne revient pas forcément à dire qu'ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs à vous ou des trucs comme ça, qu'eux, ils ont réussi dans leur vie et puis veulent voir à quel niveau vous êtes, en fait, par rapport à votre élévation. Il y a des fois, des personnes, je prends par exemple le cas de 2 camarades qui ont eu à apprendre peut-être ensemble et puis se sont perdus de vue. Quand ils se recroisent peut-être comme ça, c'est tout de suite instinctif, en fait, que tu le montres ce que l'autre est devenu. Bon, maintenant, après, c'est pas forcément dire que c'est pour rabaisser une personne, quoi que ce soit. Ouais, parce que ça, c'est un point que notre ami Jemissa souligne, c'est évidemment cette question que deviens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est des questions aussi. Mais parfois, certes, cette question, même si vous l'avez souligné, Jemissa, ça donne l'impression que la personne qui pose la question est dans un processus de jauger votre niveau social. Si lui, il est ingénieur et qu'il est payé à des millions, et qu'il en face de toi, il en face de lui, Morel, enfin, qui, pour, entre guillemets, est mécanicien, Morel en tout cas, ne se sentira pas peut-être à l'aise de dire qu'il est mécanicien parce que lui, dans sa tête, il se dit « j'ai en face de moi un ami qui gagne mieux sa vie que moi ». Du coup, cette question devient très gênante. Et comment justement se comporter par rapport à ça? La question, je l'ai posée à Morel, il a donné des pistes de solutions, mais comment vraiment répondre à ces questions gênantes, Alan? Moi, je pense tout simplement en restant humble. Moi, je pense que la posture que l'on doit avoir face à toute question, c'est toujours une posture où il faut rester toujours humble. Parce que c'est comme elle soulignait, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas cette question-là comme un test que l'on te fait. Voilà, donc si tu commences à répondre à chaque fois comme si on te faisait un test à chaque fois, tu auras toujours une réponse qui sera peut-être disproportionnée ou bien un comportement qui sera disproportionné envers ton interlocuteur. Ouais, parce qu'en général, les gens qui posent la question de savoir qu'est-ce que tu deviens dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, eux, ils ont tendance à nous exposer d'abord leur vie sociale. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, je travaille dans un pays européen, je suis payé à des millions. Et là, tout de suite, on a l'impression que cette personne veut déjà vous impressionner par sa vie. Et ensuite, elle aimerait comparer sa vie à la vôtre. Donc, quelque part, ça devient un peu gênant. Et ça pousse certaines personnes, Alan, parfois à mentir sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que si je suis garagiste, pour avoir le même niveau, je vais dire ah, moi je suis médecin et tout le reste. Donc vous voyez où ça peut mener, Alan. Voilà, mais on ne peut pas demander à quelqu'un ou bien à l'humanité de ne pas poser ce genre de questions. Oui. Mais est-ce que, d'accord, restons dans ta logique, Alan, mais est-ce que Kevin, est-ce qu'il ne faut pas reformuler la question tout simplement pour ne pas qu'elle soit très gênante pour l'interlocuteur? Bon, je vais revenir sur ce qu'il a eu à dire. Allez-y. Il a dit... lorsqu'on parlait de son physique, ses oreilles, de pouvoir encaisser ça avec le sourire et tout ça. Ce qu'il dit, c'est vrai. Et rester humble aussi, c'est vrai. C'est pas parce que en face de toi, tu as un médecin, comme Morel, il est médecin, moi je suis infirmier, donc c'est d'abord le médecin et c'est l'infirmier. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Bon, maintenant, arrivé à l'hôpital, je porte la blouse de Morel parce qu'il est médecin et je me fais passer pour Morel. Parce que juste le complexe de supériorité et d'infériorité. C'est juste de rester dans sa chose, ne pas pouvoir déborder et rester humble. Et je vais revenir sur ce qu'il disait par rapport au physique. Moi, j'avais des questions vraiment très gênantes avant. Ouais. Parce que j'étais très mince. On me disait pourquoi tu es mince? Quel genre de question? Pourquoi tu ne prends pas de poids? Et ça m'avait touché. Et je ne sais plus le philosophe qui disait ça, que pour mieux se connaître, il faut d'abord passer par le point de vue de l'autre. Donc l'autre, c'est notre miroir. Et donc quand je me regardais, automatiquement, je voyais qu'ils avaient raison. Ouais. Tu vois?
Je voyais mais qu'ils vous étiez bien en étant maigre ou vous avez Non, eu je me aussi ce sentais plus besoin bien à cause D'accord. Après ces questions gênantes, vous vous êtes senti un petit peu... Oui, d'accord. vraiment gêné. Et je suis rentré grâce à un ami au nom de Lamine Eladj, je suis rentré dans le sport. D'accord. 2 mois de salle et tout. Ils sont revenus. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu manges? Pourquoi ton bras est comme ça? Pourquoi ceci? Tu vois? Donc, le truc, c'est comme il a dit, c'est d'encaisser avec le sourire et ne pas s'auto-déborder. Morel, ça sous-entend quoi? Que les questions gênantes, ça appelle aussi au self-control? Exact. Self-control dans quel sens? Dans le sens où, pour encaisser avec le sourire, hein, pour aller dans la logique de nos amis, qui dit encaisser avec le sourire peut dire encaisser avec la colère aussi. Donc, est-ce que ça, quelque part, le fait de poser ces questions gênantes, ça nous pousse à travailler notre self-control? Tout à fait, je pense tout à fait. Et encore une fois, tout dépend du contexte. Si je me retrouve dans un contexte où la personne le fait pour me faire mal, pour me piquer, en répondant avec colère, il a gagné en fait. Mais comment tu vas le savoir? Comment tu vas savoir que la personne vient pour on va dire, te faire du mal avec ces questions gênantes? Tout dépend de la discussion déjà, de la tournure que la discussion a pris. D'accord. Parce que on ne rencontre pas juste quelqu'un comme ça et on parle. Il y a déjà eu des mots qui ont été dits avant, il y a des circonstances, etc. Donc, ça dépend réellement des circonstances. Par exemple, quand je vais me retrouver en famille, c'est normal, on s'est vu il y a longtemps, etc. Donc, ça va te faire des remarques ou te poser des questions et tout. Donc là, soit tu souris, soit tu réponds avec une pointe d'ironie, mais pas trop. Il faut savoir doser. Oui. Mais lorsque tu vas voir, par exemple, je dis n'importe quoi, un rival, ou quelqu'un qui t'en veut, ou quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas forcément, là, soit tu souris, tu lui montres que tu es au-dessus de lui, soit tu lui sors une réplique qui le pique et tu continues ton chemin, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça, en fait, que je dis que ça dépend réellement du... Ça dépend de la conversation et de l'interlocuteur en face de nous. Voilà, soigner le mal par le mal aussi, ça peut s'appliquer. Oui, ça, moi, par contre, je n'hésite pas. À partir du moment où la question est gênante pour toi, s'il y a moyen de soigner le mal par le mal, tu n'hésites pas. Non, en fait, c'est pas tant la question, mais c'est la personne derrière, c'est la personne qui pose. D'accord. Lorsque ça va être quelqu'un, par exemple, qui vient pour chercher des embrouilles, en fait, soit je la laisse dans sa zone de confort. Voilà, et moi j'évolue, mais si à un moment ça devient trop, je lui dis. Tout simplement, et puis je continue. Les questions gênantes, Kevin, hein, je viens à toi, je veux que tu rebondis sur un point, j'arrive à toi dans quelques minutes. Jemissa, les questions gênantes aussi des femmes, on reçoit un peu beaucoup. Vous allez nous excuser, vous êtes la seule femme sur ce plateau, je le rappelle. Alors, des questions aussi parfois attrait à la femme, c'est sur l'évolution de sa vie sociale. Est-ce que tu as un mari? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne fais pas d'enfants? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? En général, ces questions viennent de la famille ou bien de l'entourage. Oui. D'accord. Non, je n'ai pas encore eu ce genre de questions. Bon, pour le moment, non. Peut-être à venir. Oui, mais est-ce que personnellement, tu te prépares à ça déjà? Et déjà, elles sont gênantes pour vous, ces questions-là? Non, pas du tout. D'accord. Bon, pour vous, c'est normal. Voilà. Déjà, il faudrait comprendre que quand on parle de réussir sa vie, c'est pas forcément avoir 10 milliards, un jet privé, des trucs comme ça. Réussir sa vie, déjà à la base, c'est être libre. Être soi-même, avoir ses choix. Vous, à partir, c'est vrai que vous avez déjà empiété un peu la deuxième thématique. C'est pour en venir en fait sur le fait de dire que les questions en fait, ou du moins les questions qu'on me pose dans la famille par rapport à quand est-ce que tu vas avoir un enfant, quand est-ce que tu vas te marier, etc. Ne me pose pas de problème parce que je suis libre en fait de mes choix, de mes décisions et tout, tant que je me sens à l'aise. Et tant que je prends mon temps, les questions de la famille... Oui, Kevin, je t'ai interrompu, je te laisse poursuivre. Tu voulais rebondir sur l'argumentaire de Morel, c'est ça? Oui. Allez-y. Par rapport à ce que Morel a dit, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, ce que je pouvais juste ajouter, c'est que... comment je vais dire ça? Il parlait exactement de quoi? C'est sur quel point tu veux rebondir précisément? En fait, il parlait de... Comment ça s'appelle?
Du physique, de son physique ou bien de l'interlocuteur en face de lui? Voilà, exact. Merci. D'accord. Vous savez, dans la vie, il y a ces personnes-là. On a partagé la même classe, par exemple. On était dans la même école. Donc, il sait que tu étais un tocard. Depuis la base, il sait que tu es tocard. Donc, il vient pour te lancer des pics justes. Parce qu'il sait, soit tu as réussi, soit tu n'as pas réussi. Donc, du coup, il va venir te balancer une question qu'il sait. En fait, c'est pour pouvoir voir si tu as, comment je vais dire ça, si tu as parvenu en fait. Et voilà, si tu as du lourd ou pas. Ouais, en fait, lui, il vient avec l'optique de, comme on disait tout à l'heure, vu qu'il te connaît depuis l'école, de juger un peu, de jauger le niveau social. Voilà, donc il va essayer de te lancer des pics, mais ces personnes à moi, c'est comme il disait, hein, on se balance des trucs, c'est tout. Oui, bon, évidemment, on ne va pas jusqu'au point de se froisser les chemises. Non. Mais c'est dans la rhétorique, dans la manière de répondre. D'accord. On va parler, Alan, d'un point également. Alors, selon les étudiants que j'ai interrogés en préparant cette thématique-là, beaucoup disent qu'en fait, les questions gênantes touchent beaucoup plus quand elles viennent de la famille ou bien des membres de la famille. Parce que n'oublions pas que les paroles, les mots ont une forme de puissance énorme. Et du coup, vous partagez cet avis, Alan, ça choque beaucoup plus quand ça vient de papa ou de maman ou de la grande sœur, tout simplement. Oui, ça peut choquer plus. Mais après, maintenant, je n'essaye pas de faire comparaison dans les deux domaines parce que, à mon expérience de vie, mes questions les plus gênantes, qui ont surtout eu un impact considérable sur moi, sont des questions qui venaient de mon entourage. Quand je parle d'entourage, j'élimine la famille parce que pour moi, il y a une différence entre la famille et l'entourage. Oui, mais est-ce que, il y a une différence, mais est-ce que si une question gênante venait par exemple de maman, et que cette question vous blesse, est-ce que l'impact sera le même que si c'est un ami qui vient vous le dire? La même question qui est gênante? Non. D'accord. Non. Oui, mais l'impact va pencher du côté de beaucoup plus de maman parce que c'est une femme qui vous a apporté 9 mois dans le ventre. Voilà, forcément, oui, tout ce qu'elle dit, il y a une considération. Le traumatisme de la question, elle est beaucoup plus énorme si c'est un membre de la famille qui vous la pose. Oui, effectivement. Oui. Mais après, c'est comme, moi je dis deux fois, les questions, pour moi, les questions... À part si on est dans le contexte qu'ils sont en train de placer là, c'est-à-dire que nous sommes en face d'une personne qui a un avis défavorable sur nous, une personne qui partage des préjugés sur nous, qui a tendance à vouloir nous rabaisser, là effectivement, ça peut faire mal. Mais moi je conçois la question, c'est-à-dire même la question lorsqu'elle est gênante, comme une question qui va me faire apprendre en fait. Donc toujours avoir cette hauteur-là. Et donc tout reste toujours dans le contexte. Si la personne en face me dit quelque chose qui paraît plus gênant, ok, ça peut m'énerver. Si c'est ma maman, je pense que ma maman est toujours dans l'optique de me construire. Donc, c'est pas quelque chose que je vais tant porter à cœur, à part si ma maman devient mon ennemi. Non, bon, je pense pas qu'on va arriver à ce stade-là. Ta maman, elle t'aime beaucoup, elle nous regarde d'ailleurs, elle t'aime beaucoup. Mais on va quand même, je rebondir, Morel, sur ce que Alan venait de dire en ce qui concerne évidemment le fait que la question elle est un peu plus gênante quand elle vient parfois des parents. C'est vrai qu'on est dans cette philosophie, dans cette logique où on se dit le parent, c'est cette personne-là qui veut de notre bien. Hein. C'est logique, hein. C'est évidemment le leitmotiv de chaque parent. Mais évidemment, quand ça vient aussi parfois des parents, on a tendance cette question gênante a tendance à nous repousser dans notre zone de confort où on se dit si maman pense ça de moi, c'est que c'est vrai tout simplement. Si maman estime que je suis entre guillemets nul, c'est peut-être quelque part je le suis. Du coup, on se pose plein de questions et derrière, et ça remet tout en cause. Oui, en effet. Alors, ça me fait beaucoup sourire en fait que la discussion prenne cette tournure-là parce que c'est un peu mon expérience aussi. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu l'habitude de ne recevoir que des compliments. J'ai commencé l'école super tôt, j'étais un petit garçon très souriant, je ne faisais pas de bêtises, je ne jouais pas dans le quartier, etc. Donc, tu grandis un peu en fait avec cette image-là que tu es parfait. Donc, au bout d'un moment, surtout dans l'adolescence et dans la préadolescence, en fait, on commence à se chercher. On commence à se demander qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on cherche à se construire. Et à partir de là, il y a tout qui devient
compliqué, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, j'avais une certaine orientation pour mon choix de carrière, pour mon choix de vie, qui n'était pas forcément le même que celui que mes parents voulaient pour moi. D'accord. Il y a un médecin dans la famille? Non, mais D'accord. voilà, mon papa trouvait en fait que j'étais trop intelligent pour aller faire moins que ça. D'accord. Ok. Pour lui, Bon. à cette époque-là. Ok. Voilà, à cette époque-là, en fait, Mhm. il trouvait que j'étais beaucoup trop intelligent pour aller faire moins que ça. Et du coup, là, vous avez assisté à vous avez accueilli on va dire, des questions un peu gênantes de papa ou de maman? De papa, beaucoup plus. D'accord. Maman, en fait, c'est plutôt, mon fils, peu importe ce que tu fais, je suis là pour te soutenir. Mhm. Si il faut que je te tire les oreilles, je vais te les tirer. Mais si, par exemple, c'est telle chose qui te fait envie, on va te pousser et voilà. On va juste faire en sorte que tu ne tombes pas dans de mauvais travers. Mhm. C'est principalement ça. Alors que pour mon père, c'était plutôt non, tu es beaucoup trop intelligent pour aller faire moins que médecine parce que on va en parler dans la thématique d'après. En fait, Et c'est quoi justement, en réussir parlant de la sa vie? thématique d'après, Morel, on marque une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler de la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à cette question existentielle, une question qu'on entend tout le temps. Ça vient parfois de la bouche de nos parents ou bien de nos petits frères ou bien de nos aînés. Cette question, c'est réussir sa vie. Une question que beaucoup de gens se posent. Mais c'est quoi réussir sa vie concrètement, Jemissa? C'est quoi votre définition de réussir sa vie? Alors, pour moi, réussir sa vie, c'est avoir le nécessaire, bon, les choses de première nécessité. Tant que tu as de quoi manger, de quoi... bon, voilà. Si tu manges, si tu peux te déplacer, si tu as un boulot, même si c'est pas quelque chose de professionnel ou quoi, bon, pas professionnel, je veux dire... voilà, merci pour le mot. Même si c'est pas extraordinaire, tant que tu as de quoi subvenir à tes besoins, voilà. C'est le strict minimum en fait. Donc pour moi, réussir sa vie, c'est pas tant avoir des milliards, c'est avoir la liberté, comme je disais d'abord, la liberté, le choix de décider sur sa vie, et puis avoir un équilibre dans le cadre professionnel et personnel également. D'accord. L'équilibre dans le cadre professionnel et personnel, hein, en parlant de réussir sa vie. Kevin, si évidemment on va s'écarter un petit peu de la logique de notre amie Jemissa. Alors elle parlait évidemment, elle a fait un lien avec le strict minimum tout simplement. Mais est-ce que réussir sa vie aujourd'hui, parce que beaucoup définissent, on va dire, ce concept-là de réussir sa vie par le fait d'avoir une maison, une femme, une voiture. Est-ce que réussir sa vie s'attache nécessairement et strictement au matériel? Non. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Tu peux réussir ta vie, c'est-à-dire, comme elle disait tout à l'heure, tu as le minimum. Et maintenant, il y a réussir dans la vie. Il y a des gens aujourd'hui, excusez-moi, qui vont aller signer des pactes quelque part pour pouvoir avoir de l'argent. Pour lui, il s'est dit la réussite dans la vie, mais il n'arrive pas à s'épanouir, c'est-à-dire il n'arrive pas à faire des choix, à vivre une vie paisible. Donc vous rejoignez Jemissa quand elle disait que réussir sa vie, c'est avoir cette forme de liberté. Exact. D'accord. C'est pas forcément, c'est pas tant sur le matériel, tant sur les grosses professions. Du moment où tu arrives à subvenir aux besoins de ta famille, de tes enfants, de toi-même et d'assumer tes choix, tu as réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on va prendre ce risque de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu fais, c'est-à-dire que tu fais la musique par passion, tout simplement, et par vocation, tu fais de la médecine, parce qu'on l'a souligné en première partie d'émission, tu es médecin, enfin infirmier, et du coup, est-ce que, au vu de cette béatitude qui règne dans ta vie, est-ce qu'on peut affirmer que tu as réussi ta vie pour le moment, ou bien tu l'as tout simplement réussi, ou il te manque encore des choses pour réussir cette vie? Bon, moi, je suis toujours dans le futur. D'accord. Quand je parle, je ne parle jamais au présent, je parle toujours dans le futur. Pourquoi? Bon, moi, je me dis, là, maintenant, présentement, j'ai réussi ma vie. Parce que j'arrive à faire certaines choses que...
fait, tu as cette liberté, tout simplement, de faire ce que tu as envie de faire et de le faire bien. Bien. Aussi. D'accord. Morel, je vais faire le tour de table, évidemment. Chacun me donnera sa perception, sa définition de réussir sa vie. La tienne, elle se résume à quoi? Alors, réussir sa vie, pour moi, c'est être libre. C'est un point très important pour moi déjà. Être libre, mais également être heureux. Et si aujourd'hui... Si l'un des facteurs manque, on n'a pas réussi sa vie. Si on est libre en étant malheureux, on n'a pas réussi sa vie. Pour moi, tu ne peux pas être libre et malheureux, en fait. D'accord. Parce que si tu es malheureux, c'est qu'il y a un truc qui te manque pour faire ce dont tu as envie. Donc, t'es pas, tu peux pas avoir l'un. Pour moi, les deux vont de pair, j'ai envie de dire. Après, pas forcément au même degré. Voilà. En fait, parce que parfois, tu peux être un peu plus libre et voilà. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait les deux dans la liberté, marmite, bonheur, c'est Voilà. votre définition de réussir sa vie. Oui, pour moi, liberté, bonheur. Et ce que j'aimerais rajouter, en fait, c'est que si aujourd'hui, on en est à ce point où on voit réussir sa vie comme étant quelque chose de matériel, c'est parce que d'abord, ce matériel-là nous permet d'avoir la liberté et le bonheur. Donc, mon père, par exemple, lorsqu'il voulait que je fasse au minimum la médecine et autres, en fait, c'était d'abord pour lui, pour que je puisse avoir, moi, la liberté financière, parce qu'un médecin, c'est d'abord quelqu'un qui exerce une profession libérale, c'est quelqu'un qui est bien vu dans la société. Donc, à partir de ce moment-là, quand on réfléchit de cette façon, on ne peut pas lui en vouloir, en fait, à lui ou à nos parents, parce qu'ils essayent de faire... ils ne veulent pas notre mal. En fait, ils sont dans le futur, hein, comme notre ami Kevin. Exactement. C'est de se dire, si Morel pratique la médecine, on est sûr qu'il aura une vie réussie, entre guillemets. Exactement ça. Et si demain, par exemple, c'est être photographe ou peut-être être musicien qui permet d'avoir beaucoup d'argent. Actuellement, oui, les musiciens ont beaucoup d'argent, mais ce n'est pas généralisé, ce n'est pas tout le monde. Mais si, par exemple, c'est une profession qui permet, en griffe, à coup sûr, parce qu'être médecin, ce n'est plus du tout ce que c'était avant. Mais si, par exemple, c'est être jardinier, médecin ou je ne sais encore quel autre boulot qui permet d'avoir de l'argent, d'avoir une certaine liberté financière, une certaine assise dans la société, vous allez voir tout de suite, tous les parents vont dire « je veux que tu sois jardinier, je veux que tu sois musicien, etc. » D'accord. Donc, un dernier truc, en fait. Du coup, réussir sa vie, en fait, si tu l'attaches au matériel, si tu l'attaches aux choses d'aujourd'hui, tu finiras par perdre, en fait, demain, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde, en fait, qui évolue constamment. Et du coup, il vaut mieux se focaliser, en fait, sur ce que ce matériel-là t'apporte, au lieu de se focaliser en fait sur ce matériel-là. Et c'est d'ailleurs, il y a une citation, l'adage que tous on connaît sur ce plateau, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue au bonheur. En tout cas, il soulage. Avec, hein. Oui, d'accord. Non, mais il ne fait pas le bonheur. Si on suit la logique de notre ami Morel, évidemment, on peut acheter plein de choses avec l'argent. On en a besoin, c'est vital. Mais si on suit la logique de Morel, c'est évidemment dans cette philosophie de se dire, on peut être heureux avec le moindre petit détail. Et en parlant de ça, Alan, Youssoupha, j'aime bien Youssoupha, je pense que tout le monde ici l'aime bien. Youssoupha, notre ami, qui est du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et Youssoupha disait dans l'une de ses chansons Entourage, il disait que le bonheur se retrouve dans le plus petit détail. Être avec sa mère, c'est déjà réussir sa vie. C'est le cas pour vous, Alan? Oui, c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, je pense. Je pense effectivement que c'est mon cas personnellement. Être avec des proches, être avec des amis, être avec des gens qu'on aime, qu'on affectionne, c'est réussir sa vie. Oui, mais est-ce que aussi c'est pas réussir sa vie, c'est pas aussi est-ce qu'on peut pas aussi l'attacher ou faire un lien avec le statut social? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend votre cas, vous êtes étudiant en droit, demain vous êtes appelé à être un juriste. Est-ce que lorsque vous allez recevoir votre diplôme de juriste, est-ce que quelque part c'est pas réussir sa vie aussi? Oui. Donc voilà, le statut renvoie aussi à ça, à cette réussite de la vie. C'est vrai qu'être avec maman, c'est bien, on embrasse toutes les mamans, mais réussir sa vie sur un plan personnel, c'est aussi avoir un statut, on va dire... Bon, effectivement, moi je pense que la réussite, elle a plusieurs niveaux. Elle a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand on est par exemple un docteur, on aimerait être au fond le meilleur des docteurs. C'est-à-dire un docteur qui a une renommée internationale. Moi, je parle au plus haut niveau de l'ambition. Donc, si on arrive du moins à atteindre la moitié ou bien un niveau
où on peut être considéré comme respectable, comme être un docteur bon, on a réussi sa vie. Si tu es quelqu'un qui a grandi dans une famille où tu avais ton père et ta mère, et ensuite quand tu deviens un homme, tu as une femme et des enfants que tu aimes, tu as réussi ta vie. Donc la réussite ici, je la conçois à plusieurs niveaux. Et la réussite sociale aussi, c'est très important, surtout quand tu as des ambitions dans la vie. Quand tu as des ambitions, c'est important d'avoir une réussite sociale. Parce que l'homme qui a des ambitions et qui a une réussite sociale, c'est quelqu'un qui aide son prochain. C'est quelqu'un qui aide son prochain. Donc c'est très important aussi pour ce genre d'individus, parce que je catégorise aussi les individus en fonction de leurs ambitions. C'est très important pour un homme qui a des ambitions de pouvoir les réaliser, parce que ça crée aussi de la fierté au plus profond de lui. En parlant de fierté, oui Morel, je viens à toi, hein. Je vois que tu veux rebondir sur l'analyse de notre ami Alan. Jemissa, alors Alan a parlé on va dire des critères, hein, des qualités en fonction des secteurs bien précis, le secteur social, hein, en ce qui concerne évidemment le fait de réussir sa vie. Sur le plan religieux aussi, il a déjà abordé, hein, il a un petit peu lancé le pavé dans la mare en parlant justement de ce côté d'aider son prochain. Aider son prochain aussi, c'est réussir sa vie religieuse aussi? Alors, ou réussir sa vie tout simplement, en allant vers l'autre, en essayant d'aider son prochain. Bon, moi je dirais oui, mais ça dépendra aussi des moyens que la personne a en fait. C'est pas forcément parler dans le cadre de l'argent, c'est-à-dire aider financièrement parlant. Même des petits gestes, voilà, des petits services, un petit bout de pain, des trucs comme ça. Voilà, des conseils, ce sont des services en fait. Qu'est-ce que je raconte? Des services, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, des services. Voilà. Ce sont des services que tu donnes à une personne, évidemment. Voilà. Oui. Ouais. Donc, si c'est sur ce point-là, je dirais je suis du même avis avec Alan. Alors, il y a un point également, Morel. Je vais te laisser, tu vas rebondir évidemment d'abord sur l'analyse de notre ami Alan. Je te laisse terminer, vas-y. Ok, d'accord. Donc, pour rebondir rapidement sur ce que Alan dit, j'aimerais juste donner un petit exemple. Moi, je suis chirurgien dentiste aujourd'hui. Dès que la profession en fait a été créée, la profession de chirurgien dentiste et même la profession de chirurgien, au début en fait le chirurgien était en dessous de l'échelle dans la société parce que il était considéré que le médecin, celui qui soigne, ne doit pas toucher le corps. Et du coup, dès que tu fais une profession où tu touches le corps, en fait, tu es en dessous de l'échelle. Aujourd'hui, tu es chirurgien, Moi, en fait, comme je vous l'ai dit en début d'émission, en fait, j'ai toujours eu dans ma famille, en fait, cette expérience de « Ah oui, mais l'enfant, il est brillant, il est ci, il est ça. » Du coup, quand j'ai commencé mes études en 2012, quand j'ai commencé mes études, en fait, j'étais acclamé par tout le monde. Donc, quand j'allais quelque part, lorsque je vais dans la famille de quelqu'un, tu fais quoi? La fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais l'odontostomatologie. En fait, ça, c'est le nom scientifique. Et j'aimais en fait dire ça parce que automatiquement, on s'intéresse à toi, on commence à te poser des questions, etc. Mais dès que cette profession-là a été créée, en fait, quand tu dis quelque part que tu es chirurgien dentiste, limite, en fait, tu n'es un paria. Donc, c'est pour ça encore que je répète rapidement, réussir en fait sa vie, c'est tellement relatif. Ça dépend vraiment de notre époque, ça dépend de la société. Parce que ici, en Afrique... Mais à notre époque, aujourd'hui, réussir sa vie, se résume à quoi? En fait... on a l'impression que ça a un lien direct avec le matériel. Même si ici, tout le monde a essayé un peu de l'écarter. Mais l'observation qu'on a, c'est ça. C'est que quelqu'un dit qu'il a réussi sa vie quand il a une grosse voiture, quand il a un nouveau téléphone. Nous sommes aussi dans une société où l'argent prend un peu plus de considération. Le capitalisme. Voilà, le capitalisme. Voilà. Ce qui fait en sorte que la réussite matérielle, aujourd'hui, est considérée comme la réussite de la vie. En temps, c'est deux choses différentes. Parce que même si je vais prendre l'exemple de ceux qui analysent le taux de développement dans les États. Ils analysent le taux de croissance, ils analysent aussi le taux de joie. Je ne sais pas si c'est l'IDH. Parce qu'en fonction, on estime qu'un pays est plus développé, pas seulement à cause de sa croissance économique, mais aussi à cause du niveau de joie qui règne dans cet état-là. Voilà, de satisfaction. Donc, vous voyez que même des experts prennent en compte cet élément-là pour pouvoir essayer de classer un certain nombre de pays. Donc, moi, je pourrais dire tout simplement que l'on doit essayer de dépasser l'argent parce que l'argent, c'est vrai que ça soulage, comme disait Youssoufa, mais ça n'apporte
pas autant qu'une Ouais, vie libre et exactement. respectable. Youssoufa disait d'ailleurs que je suis pauvre avec de l'argent. Donc, Oui, pour dire, oui, allez-y. Il faut souligner que l'argent est le monstre de la société actuelle. Parce que les gens, pour eux, réussir, c'est d'avoir les milliards. Réussir, c'est d'avoir Une comme grosse voiture, une des maison de bling, luxe. des trucs comme ça. Ouais. Tu vois. Mais comme disait Régis, réussir, pour moi, c'est avoir le minimum. Bien sûr. Est-ce que vous savez en fait pourquoi est-ce que on en est venu à se poser cette question-là en fait? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à se poser la question de c'est quoi réussir sa vie? Tout simplement c'est parce que en face de nous, il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux que nous. Ou tout simplement parce qu'en face de nous, il y a des gens qui nous envient ou des gens qu'on envie. Donc forcément, à un moment, on se demande, ces personnes-là qui sourient tout le temps, qu'est-ce qu'elles font dans la vie? À quoi elles ressemblent? Qu'est-ce que ces personnes-là ont? Et on se rend compte que ces personnes-là ont un certain statut social, ont un certain matériel, ont un certain truc. Et Donc, du coup, la formule morale, c'est Oui. laquelle? Donc du coup, la formule, c'est il faut réussir sa vie pour réussir dans la vie. Si on définit réussir sa vie comme étant ce bonheur, cette béatitude-là, et réussir dans la vie, avoir du matériel et tout le reste, enfin avoir ce confort, ce luxe-là. Donc la formule, c'est ça, c'est de réussir dans la vie pour réussir sa vie. pas, pour moi, pas automatiquement, parce D'accord. que lorsque, par exemple, tu te dis que pour toi, être heureux, c'est vivre à la mer, c'est avoir, par exemple, voilà, par exemple, vivre à la mer, avoir un hélicoptère, avoir ci, avoir ça, et que tu te retrouves, par exemple, dans un pays où tu as déjà ça. Par exemple, chez moi au Bénin, il y a la mer, il y a les cocotiers partout, etc. Donc, si pour moi, c'est ça, réussir ma vie, en fait, dès lors que j'arrive à me trouver Ouais, au bord de la plage, à siroter un cocktail et tout voilà, le reste. exactement. Ouais. Ça, en fait, ce sera réussir ma vie. D'accord. Alors que si, par exemple, je me retrouve dans un pays comme la France, ou peut-être en Occident, n'importe quel autre pays, en Occident qui n'a pas forcément ça, je serais peut-être obligé d'aller à Malibu ou en Floride, en Californie, pour pouvoir avoir Mais ces ça cocotiers, nécessite justement Et ça nécessite voilà, de l'argent. un budget, oui. Exactement. Donc, c'est pour ça, en fait, que je dis, il ne faut pas être focalisé sur le matériel, mais focalise-toi plutôt sur ce que ce matériel-là t'apporte, en fait. Si c'est la santé et que tu te retrouves dans un endroit où il faut avoir de l'argent pour avoir la santé, tu sais que ça, en fait, ce sera ta formule à toi. Mais si tu te retrouves dans un autre environnement où c'est plutôt... En fait, c'est un peu ça qu'il faut voir. Être focalisé sur le but, pas le matériel, en fait. D'accord. Mais- Et ça va être très difficile aujourd'hui de dissocier ça, Jemissa, le fait aujourd'hui de... alors, tu as des petites sœurs, des petits frères, oui, et du coup, c'est sûr qu'eux, ils vont être confrontés un jour à cette question, quoi. C'est quoi réussir dans sa vie? Aujourd'hui, quelle serait, toi, ta réponse, la réponse que tu donneras justement à tes petits frères? Alors, ce que je peux leur dire, c'est d'avoir le strict minimum, en fait. J'ai pas envie de mettre à l'idée, j'ai pas envie de mettre à mes frères, en fait, l'idée de voir, en fait, Réussir fait sa de vie, réussir comme, voilà, ouais, comme le fait d'avoir d'avoir- du voilà. bling-bling, voilà. comme notre ami Voilà. Kevin sur le plateau. Parce que déjà, à la base, mes parents ne nous ont pas éduqués avec le matériel. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ne nous ont pas habitués au matériel. Ils nous ont toujours habitués au strict minimum que nous avons. Et justement, par rapport à ça, Alan, est-ce que ça sous-entend aujourd'hui que, Morel disait tout à l'heure qu'on évolue, hein, le monde évolue tout le temps. Elle a parlé justement du contrôle parental. Est-ce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, la mission des parents que vous allez être, je ne sais pas si vous l'êtes déjà, mais on appelait à l'être de toutes les façons, le père que vous allez être demain, est-ce que la mission va être différente de votre papa avant, en termes de conseils, en termes de communication avec votre progéniture? Parce que papa, à l'époque, avait une définition de réussir sa vie, et aujourd'hui, ça évolue, comme Morel l'a souligné, Oui, ce qui oui. fait que le message ne sera plus le même. Oui, Ouais. effectivement. Donc, votre mission sera un peu plus grande, Alan. Bien sûr. Moi, Ouais. quand j'étais tout petit, j'aimais bien jouer au foot. Donc, quand l'école termine, je pars au football. Quand j'ai une petite occasion pour jouer au football, je joue au football. Je m'étais même inscrit dans un club pour jouer au football. J'étais à l'internat au lycée national Lyon, où je quittais l'internat pour aller jouer au football. Et quand mon père avait appris que je jouais au football, pourtant mes camarades disaient toujours que mais t'es bon, t'es bon. Mais quand mon père a appris que je jouais au football, il m'a dit non, pas possible.
Si tu rentres encore en retard à 20h parce que tu es parti jouer au ballon, mon petit, je ferme mon portail. Oui, parce que mais vous, en jouant au foot, vous étiez dans une optique de se dire c'est un moyen de réussir ma vie. Et je ne pense pas qu'à cette époque, j'étais dans cette optique-là. Mais aujourd'hui, avec le regard, par exemple, quand je vois des joueurs comme Kylian Mbappé, je vois combien de fois il est riche à son âge et combien de fois, surtout, son père a participé à sa richesse dans son football. Je me dis que peut-être la période de mon père, je ne vais pas l'en vouloir, la période de mon père, peut-être les footballeurs n'avaient pas cette chance-là. Ouais, mais Alan, aujourd'hui, à cette période-là... On revient encore sur ce qu'on disait, tu attaches encore à réussir sa vie au matériel, à la richesse. Non, quand je parle, parce que vous m'avez posé la question de savoir si la technique va changer. D'accord. C'est beaucoup plus en termes du message, c'est-à-dire la communication. Oui, le message, par exemple, peut dire, pour dire à mon fils que, essaye de réaliser tes rêves, en fait. Réalise tes rêves. Fais ce que tu aimes. Tout en faisant fi du matériel, même si ça peut aider. En fait, aujourd'hui, Alan Morel, pardon, si je suis bien la logique de notre ami Alan, c'est de pouvoir avoir le juste milieu entre le matériel et... Un équilibre professionnel et personnel, en fait. D'accord. C'est ça le plus important. Donc après, si moi, par rapport à ce que je disais, dans le cadre parental et tout ça, moi je me dis d'abord à la base que les parents se focalisent. En fait, tout parent voudrait que son enfant réussisse, soit stable et consort. Donc ce qui fait que depuis petit, en quelque sorte, il commence à te titiller un peu, que voilà, c'est ce métier-là, si tu fais ça, ce sera vraiment bien, etc., etc. Donc toi, tu grandis dans ça en fait. Et après, il y a des complications. Maintenant, quand tu dis que tu veux faire ce que tu aimerais être, on va te dire, comme Morel a vécu, que non, comme ça, ce ne sera pas bien, tu ne vas pas avoir les milliards, tu ne seras pas à l'aise, et consorts. Entre-temps... ça veut dire nos parents, ils ont une autre définition de réussir sa vie. Voilà, pour eux, réussir sa vie, c'est le matériel, c'est le confort. Voilà. Entre-temps, il y a autre chose à part le matériel, en fait. Ouais, c'est de dissocier, oui, Kevin. Comme j'avais souligné à peine. Il y a ce qu'on appelle réussir sa vie et réussir dans la vie. Bon, pour réussir dans la vie, il faut d'abord réussir sa vie. D'accord, c'est la formule, l'équation par excellence. Parce que lorsque tu réussis autant pour moi ta vie, tu peux réussir dans la vie. Parce que si tu arrives à t'épanouir avec le minimum que tu as, tu pourras réussir dans la vie. D'accord. Mais maintenant, tu ne peux pas faire le contraire. Tu peux pas réussir dans la vie en voulant réussir sa vie. En voulant réussir sa vie. Ouais, ça on s'embrouille un petit peu, mais... ça vraiment, c'est pas impossible. Oui. Bon, pour moi, je dirais que c'est impossible. C'est comme j'ai déjà souligné, il y a des gens qui parce que papa a dit tu dois être comme ça dans la société, tu dois être comme ça, et lui peut aller dans un chemin un peu plus rapide. Sans s'enfermer, prendre un chemin plus rapide. Ou s'enfermer dans un... Pour avoir le matériel pour pouvoir aider sa famille. D'accord. Donc, il est parti, par exemple, faire comme on voit ici sur les réseaux, faire des trucs, et tout ça. Pour lui, il a réussi dans la vie. Mais il n'a pas réussi sa vie parce qu'il y a des conditions. Morel, je vous ai senti un peu partagé sur l'argumentaire de Kevin. Non? Ou bien vous voulez rajouter un point? Bon, c'est déjà pour répondre à ta question, Régis. En tant que parent, moi, en fait, l'essence du message sera pareille. En fait, ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que nos parents, certes, se sont focalisés sur des métiers en particulier, mais l'essence, en fait, ce qu'ils voulaient, mais ce qu'ils veulent pour nous, c'est qu'on puisse être à l'aise. Oui, mais ça aujourd'hui, par exemple, pour expliquer ça à son petit frère, il faut trouver des mots. Et du coup, le contenu, l'essence ne va pas changer. Mais c'est peut-être la manière qui va changer. Exactement. Donc, il faudrait que la manière puisse changer. Moi, mon petit frère, il a grandi avec... en fait, c'est la génération 2000. D'accord. Donc, la génération Internet, avec le bling-bling partout, à la télé, sur Internet, la fausse vie des gens sur Instagram et tout. Et je lui dis, non, ça, ce n'est pas la vraie vie. Parce que je suis très actif aussi sur Instagram. Et quand tu me vois sur Instagram, tu as... déjà, moi, je ne montre pas du fake. Mais les réseaux sont faits d'une certaine façon que tu as toujours l'impression que la vie de l'autre, elle est meilleure. Ouais. Et je lui dis, en fait, tu me vois, tu sais comment je trime pour avoir ça. Et c'est parce que c'est telle chose qui me plaît dans moi, ma vie. Et du coup, je fais tout pour pouvoir y arriver. Mais en même temps, tu vois que je ne me rends pas malade dans le sens où
quand j'ai commencé mes études de chirurgie dentaire, en fait, on sait tous que la médecine, c'est pas facile. Donc, j'ai commencé à faire des crises de stress et des crises d'angoisse, ce que je n'avais pas avant. Donc, il a fallu avoir un certain accompagnement psychologique derrière et aussi faire des choses que j'aime. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans un monde où, à partir de tes passions, tu peux te faire de l'argent pour pouvoir être à l'aise ensuite. Et ça, c'est le message que tu vas offrir au petit frère? Oui, ça c'est ce que je lui dis en fait tout le temps. Bats-toi pour ce que tu veux, mais fais ce qui te plaît, fais ce que tu aimes. Bats-toi pour ce qui te plaît. Jemissa, vous êtes dans cette logique-là. On l'a souligné, vous avez lancé votre boîte de com. C'était important. Est-ce que vous étiez déjà dans cette dynamique, dans cette logique de se dire je dois me prendre en main pour essayer justement d'avoir une vie accomplie, en l'occurrence réussir ma vie? Bon, oui. Déjà à la base, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que bon, c'était mon choix déjà à la base. Je me suis dit, bon, je vois les parents, ils dépendent d'une entreprise, voilà, et tout, ils travaillent pour des entreprises et tout. Donc pourquoi pas créer ma propre entreprise pour pouvoir avoir plus, pour pouvoir m'occuper en fait d'eux et de mes cadets. D'accord. Voilà. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, voilà, j'entreprends. C'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, mais est-ce que le leitmotiv aussi, c'était justement d'avoir cette liberté financière, d'être libre de faire ce que vous avez envie de faire, entre guillemets, j'insiste sur la thématique, réussir sa vie. Vous êtes parti avec cette idée dans la tête? Oui, exactement. Et voilà, moi je dirais que j'ai réussi, bon, pas encore intégralement, oui, mais je suis en phase en fait. Je suis en phase de réussir. Voilà, vous êtes sur la bonne voie pour réussir sa vie. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Kevin, vous êtes artiste musicien, merci d'avoir participé à Génération News. On remercie également Jemissa, entrepreneur dans le domaine de la communication marketing. Ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. On remercie notre médecin de Génération News, médecin dentiste Morel, merci d'avoir participé à Génération News. Et on remercie également Alan, étudiant en droit, futur juriste, évidemment. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci d'avoir participé à Génération News. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.